Maintenant, nous allons faire réagir les décideurs qui sont sur cette table ronde à vos propos, mais également aux propos de la première table ronde. On va un petit peu inverser l'ordre qui était prévu, puisque Madame Citruc, Patricia Citruc, qui est là, est contrainte de nous quitter dans même pas 20 minutes, un quart d'heure. C'est très très court, puisqu'elle avait un train à prendre qui a été annulé, et donc un impératif derrière qui ne lui permettait pas de rester plus longtemps sur Metz. Donc, Patricia Citruc, vous êtes directrice générale de l'association OSER, qui intervient dans plusieurs champs du médico-social, l'enfance, la santé, le handicap, le grand âge, avec 34 établissements, 1500 enfants accompagnés. Quelle perception vous avez-vous de cette question du temps? Et je groupe la deuxième question. Comment réagissez-vous aux propos de M. Dupuis, notamment sur la question des process, des cadres, des procédures qui peuvent un peu enfermer les professionnels et créer des décalages avec les attentes des enfants? Oui, tout d'abord, je vais en effet vous présenter mes excuses puisque je vais devoir partir avant la fin de cette table ronde. Alors, depuis le début de cet après-midi, on a évoqué sous différentes formes le temps. On a évoqué le temps institutionnel, le temps de l'enfant, le temps des familles, le temps judiciaire, le temps du partenariat. On a aussi et surtout évoqué le temps de vivre. Et ces différents temps, pour être distincts, ne sont pas peut-être nécessairement incohérents. Pour ce qui me concerne, pour évoquer la question du temps dans l'intervention sociale et particulièrement dans l'intervention éducative, je voudrais poser les enjeux peut-être dans un autre cadre, dans le cadre de la mise en tension de plus en plus aiguë, me semble-t-il, entre la réalisation des missions et des interventions et un environnement économique, juridico-administratif, financier qui est de plus en plus contraint, que l'on peut d'ailleurs mettre en regard avec une autre mise en tension qui est la mise en tension du temps profond, du temps de la relation à l'autre, du temps de l'histoire, du temps de la mémoire et du temps des horloges, du temps compté, du temps décompté. Et là, je vais probablement rejoindre en partie les propos qui viennent d'être tenus. Quant au plan économique, cette mise en tension pour le secteur associatif à but non lucratif, aujourd'hui, ce secteur est tiré vers le modèle concurrentiel du secteur marchand, avec au motif de structuration et de professionnalisation, avec des modèles d'optimisation où le temps, c'est de l'argent. Et on a bien vu, et j'ai bien entendu, que ce modèle-là était en régression, était un modèle régressif. Donc, bien entendu, nous devons résister à cela, me semble-t-il. Au plan juridico-administratif, nous sommes face, et ça a bien été décrit comme le trio infernal, je crois, face à une démultiplication des procédures, des process, des indicateurs de performance qui sont des outils imposés où il s'agit pour beaucoup de mesurer un écart à la norme. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui concerne l'intervention dans le cadre de l'enfance, on va mesurer des durées de prise en charge, des rythmes de réunion, pourquoi pas des durées d'entretien. Et avec le paradoxe serait que plus on normalise, plus on engendre de l'urgence. Enfin, au plan financier, l'environnement budgétaire contraint que l'on connaît, que l'on comprend lorsqu'on est un dirigeant associatif, présente là un autre risque. C'est que le dialogue de gestion que l'on pouvait avoir où la dimension des missions, des métiers, des contenus était présente, puisse totalement s'effacer au profit de logiques qui seraient des logiques strictement comptables. Alors, face à cet environnement, nous devons tenter de penser ce que j'appelle, moi, le juste temps
de l'intervention, des interventions. Alors, des interventions éducatives qui sont où le temps est en fait d'ores et déjà un objet de travail, puisque il s'agit du temps pour écouter, du temps pour être avec, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Louis Sanchez, être avec et non pas être à côté des enfants. Également du temps pour accompagner à devenir adulte. Et ceci avec des enfants, des adolescents qui, comme tous les enfants et tous les adolescents, ont un rapport au temps qui est une sorte de bagarre avec le temps. D'une part, et qui aussi, d'une part, entre le tout de suite, l'impatiente, l'immédiateté absolue, le passage à l'acte, ou aussi tout le contraire, lézarder, volontairement perdre son temps pour essayer peut-être de retenir ce temps qui passe. Alors, l'intervention éducative, elle tente de reconstruire tout cela, d'apporter de la continuité dans des parcours qui ont été des parcours heurtés. Les enfants confiés ont eu ce type de parcours, avec des temps fractionnés, ce qu'on a bien entendu dans les témoignages extrêmement forts des jeunes et adultes maintenant qui se sont exprimés, des temps faits de séparation, de discontinuité, d'instabilité, même quand on pensait qu'il y avait une stabilité apparente, avec aussi, et ça, il faut l'entendre, des retours en famille prématurés. Et là aussi, entendre cette question-là qui a été évoquée aujourd'hui et que l'on connaît dans le domaine de la protection de l'enfance, les retours ponctuels et qui plus est définitifs en famille sont des zones qui méritent une attention toute particulière. Et enfin aussi, ce sont des parcours qui connaissent des échecs, qui connaissent des recommencements, mais aussi qui connaissent des réussites. Et on en a vu là cet après-midi, et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a des réussites dans les parcours des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Merci, Madame Citruc. Je me tourne vers Patrick Wuyten. Patrick Wuyten, vous êtes élu, vous êtes aussi président du conseil départemental de Moselle. En tant qu'élu, cette question du temps, comment vous l'abordez ? Et je voudrais aussi repréciser que le contexte dans lequel les départements sont, le contexte financier qui est difficile, et les faiblesses organisationnelles qui ont pu être pointées par François Dupuis, finalement, comment est-ce que vous articulez l'ensemble de ces contraintes fortes ? Je peux vous donner humblement le contenu de l'expérience que nous avons vécue en Moselle. Président de département, ingénieur de formation, surtout tourné vers le matériel, les travaux publics, les bâtiments. Je me suis retrouvé avec la responsabilité de l'action sociale, que je regardais de très loin lorsque j'étais maire d'une commune de 18 000 habitants, où je laissais le soin à des adjoints spécialistes d'assumer la responsabilité de l'action sociale dans une commune. Et puis, très vite, j'ai été alerté par la question de la protection de l'enfance dans ce département, millionnaire en habitants, avec des contextes industriels très particuliers, je l'ai dit tout à l'heure, un pays minier qui produisait du charbon sous l'égide du paternalisme houiller, un secteur sidérurgiste qui produisait de l'acier avec un paternalisme industriel. Et dans ces paternalismes-là, on s'occupait de tout. On s'occupait de l'environnement scolaire, de l'environnement sportif, de l'environnement culturel, de l'environnement de l'enfant. Et puis on a créé de façon importante des déséquilibres et puis un retrait total de tout cet environnement social autour de la famille et donc, et par conséquent, de l'enfant avec ce que cela représentait. On est arrivé en même temps
moment de la période de décentralisation, et je l'ai constaté, lorsque le département a pris une place importante qui était occupée par la DACETA. Et dans le département de la Moselle, on a continué à fonctionner sous les mêmes méthodes, avec une organisation comparable, avec les personnels qui, de façon remarquable, assumaient leurs responsabilités. Et puis, chemin faisant, on a avancé. Et un jour, on a été dans une situation d'alerte que j'ai connue lorsque je suis arrivé à cette présidence, en mars 2011, où nous étions dans un centre départemental de l'enfance avec 475 enfants. Et c'est là où j'ai été concerné par le temps. Et je me suis dit, c'est pas possible de laisser des enfants dans ces conditions d'accueil. Il nous faut très vite trouver une solution et de ne pas laisser le temps se dégrader pour l'enfant. Et très simplement, je me disais, nous allons mettre des moyens financiers, encore plus, et ça ira mieux. Et 6 mois après, on a pris le temps de constater que ça n'allait pas mieux. Parce que la question n'était pas en amont, mais elle se trouvait en aval. C'est-à-dire, comment organise-t-on le parcours de l'enfant? Et avec les fonctionnaires qui m'entourent, ceux qui m'ont rejoint, ils m'ont fait comprendre, à juste titre, qu'il fallait prendre le temps. Tout d'abord, le premier temps, c'est celui de fixer des objectifs. Quels sont les objectifs que l'on veut atteindre? Ensuite, d'évaluer les politiques publiques. Rien que ces 2 éléments-là demandent une qualité, c'est l'humilité. Dans ces domaines-là, personne, à mon sens, ne détient la vérité. Ce sont des vérités auxquelles nous devons donner le temps de se parler, de se confronter et d'évoluer. Alors lorsque vous dites ça à une administration qui depuis 5, 10, 15, 20 ans pratique, il vient le temps du politique qui veut changer ou du politique qui avait promis de changer et rien n'avait changé. Et donc nous avons décidé de faire un état des lieux précis de toute la politique publique en faveur de la protection de l'enfance. J'ai demandé beaucoup d'humilité parce que je pense que personne détenait la vérité, parce que lorsqu'on arrive dans une situation où pour 2000 enfants placés sous la responsabilité du département, près de 500 étaient en permanence accueillis au CDE. Pour moi, il y avait un seul constat, c'était l'échec du système. Et donc il fallait accepter avec humilité le constat de l'échec et se donner le temps de l'évaluation d'abord, et ensuite de l'évolution. Et cette évolution a pu se faire pas à pas en partenariat avec toutes les institutions. Donc il a fallu le temps de mobiliser toutes les institutions. L'institution judiciaire, 92 à 95% des placements étaient des placements judiciaires. Parce que la prévention, on n'avait pas le temps de la prévention. Et ensuite, il n'y avait pas une véritable relation coopérative avec nos partenaires, où on ne parlait très souvent que des moyens, plus de moyens. Et après l'évaluation, qui a pris une bonne année, le diagnostic qui a pris une bonne année, on a pointé un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est qu'on n'a pas donné le temps qu'il fallait pour permettre l'engagement d'un véritable dispositif d'accueil d'urgence. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Florian, c'est qu'il nous faut mettre en place le temps de l'accueil d'urgence lorsque la situation de brutalité s'impose à l'enfant. Et il faut mettre une organisation qui soit adaptée à cette situation d'urgence. Nous avions un CDE qui était une MEX qui était tout à la fois, avec des temps moyens de résidence entre 2 et 5 ans. Ce qui était totalement insupportable.
Et donc, on s'est donné ce temps-là et on a essayé de fixer des objectifs. Le CDE avait la responsabilité de l'accueil d'urgence, de l'observation, de l'évaluation et de l'orientation, avec des moyens organisés, avec des professionnels, dans une démarche de concertation, de discussion, de proximité. Et puis, on a poursuivi cette démarche en mettant au cœur du dispositif départemental l'enfant, l'usager. Lorsque l'on dit ça, tout le monde est d'accord. Là, comme dans toutes les politiques publiques, jusque ça nous touche individuellement. On va dire, on va maintenant déplacer la responsabilité de l'administration vers l'associatif ou du CDE vers d'autres structures. Et là, on commence à se sentir concerné personnellement en disant oui, mais pas là. Et ça, c'était une réelle difficulté, c'est de faire comprendre que nous devions mettre l'enfant au cœur de l'action publique. Toujours avec humilité. On a renforcé les recrutements des familles d'accueil que nous n'avions plus, puisqu'il n'y avait pas un véritable partenariat entre les familles d'accueil et le département. Et quelquefois, la famille d'accueil, le département parlait à la famille d'accueil, Florian l'a dit, en oubliant d'écouter ou d'entendre l'enfant. Et notre volonté a toujours été de préserver le lien entre la famille et l'enfant, mais, et cela a été dit également, dans l'intérêt de l'enfant. Tout ce dispositif a été mis en place. Nous avons mis plus de 2 ans, nous avons pris le temps de le mettre en place et d'évaluer chacun des pas que nous franchissions, chacun de ces obstacles, avec quelques objectifs que l'on avait fixés. L'accueil d'urgence, moins d'accueil au CDE, une ouverture sur les capacités d'accueil à partir du recrutement de familles d'accueil, la mise en place de CERAD, l'ouverture de nouvelles places en MEX, mais de façon adaptée. Et à aucun moment, je n'ai voulu entendre le fait qu'il faut plus de moyens pour être meilleur, ou de dire il veut faire des économies. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un dispositif, je vais dire qu'il apporte les solutions à ces grandes questions de la famille et du placement de l'enfant. Nous avons travaillé sur la parentalité. Nous travaillons sur les questions de prévention spécialisée, puisque je pense que tout cela est transversal. Nous avons développé ce qu'on a appelé les belles rencontres, vous l'avez vu. C'est-à-dire que l'objectif était également de valoriser l'enfant, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, en valorisant son environnement et en organisant cet environnement. Et lorsqu'on parle de process, la première question pour nous, elle était pourquoi? La deuxième, elle était comment? Et la troisième, c'est évaluer. Et donc, nous avons décidé, avec l'ensemble de l'administration, des partenaires, d'évaluer nos politiques publiques annuellement, de mettre en place les moyens de percevoir les évolutions et de continuer à faire évoluer, parce que c'est absolument essentiel. Et nous pouvons constater aujourd'hui, et cela n'est pas encore tout à fait partagé, qu'on a cet état d'esprit que je qualifie de français, où d'une part, plus on est big is beautiful, vous savez, vous connaissez, moi je suis pour la proximité, et deux, plus de moyens produit plus de résultats. Je pense que c'est peut-être pas la solution, on en a été la démonstration. Avec des grandes difficultés que sont les nôtres, sur lesquelles nous devons encore agir. Les mineurs non accompagnés, c'est un grand débat sur lequel nous devons agir. Et les questions scolaires ont été posées avec l'éducation nationale. Nous sommes aujourd'hui dans la prévention avec la volonté de oser, de risquer, ce risque naturellement limité. Ce sont tous ces dispositifs, et j'ai le sentiment qu'on a franchi de grandes étapes, qu'on a surmonté de grands obstacles avec l'administration, puisque là aussi, cela ne peut pas se faire dans un process qui est imposé. Tout doit être partagé, avec une éthique, et vous avez raison. Il faut fixer un objectif, une ligne de conduite
et s'y tenir. Et le temps doit nous imposer le recul pour ne pas avoir une action-réaction. Mais que les choses évoluent à la vitesse et à la dimension de l'enfant, cela est essentiel. Et le dernier point que je conserve comme l'une des priorités départementales, c'est l'humilité. L'humilité, parce que je crois qu'il n'y a pas la vérité, mais qu'elle doit s'adapter en fonction du contexte des enfants, des structures, des territoires et de leur évolution. Et donc c'est tout cela, l'expérience que l'on a conduite aujourd'hui. Cela nous permet d'avoir une organisation qui a totalement évolué. Nous travaillons aujourd'hui sur la territorialisation des politiques et sur l'action pluridisciplinaire, parce qu'on a pu constater qu'on ne peut plus travailler en tuyau d'orgue, où on a la personne âgée, la question de l'insertion sociale, la question de l'handicap, la question de l'enfance, parce que souvent, dans les familles, on est dans une démarche quelquefois cumulative, où la dernière victime, c'est quelquefois l'enfant. Et donc, on est dans cette démarche de la territorialisation et de la multidisciplinarité. Dans l'action multidisciplinaire. Voilà. Et cela doit se faire de la même façon, avec beaucoup d'humilité. Nous y travaillons. Il y a un travail très important qui est fait, avec des expérimentations qui ont abouti à des analyses et à des évolutions. Lorsque je suis arrivé, le 31 mars 2011, j'avais déclaré l'enfance en difficulté, la grande cause départementale. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est avec une certaine satisfaction. J'allais dire une fierté, mais je vais rester humble. Une certaine satisfaction de constater que par les assises que vous avez organisées, Madame, ici, l'action que nous avons menée n'est pas exemplaire. Elle est un exemple. Mais je peux vous assurer que nous avons une grande satisfaction, puisque lorsque je me déplace dans une MEX, et je les rencontre, j'y vais souvent, lorsque je vais frapper à la porte d'une assistante familiale, lorsque je me déplace au centre départemental de l'enfance, et je le fais avec un grand plaisir, la première des richesses et la grande récompense, c'est le sourire des enfants. Merci beaucoup. Vous avez dû tous penser, en regardant le programme, qu'on avait invité le président du conseil départemental à cette table ronde parce qu'il nous avait invités. Eh bien non, on l'avait invité parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose d'intéressant dans ce département. Et si j'ai pris la parole, puisque la règle c'est que je parle le moins possible, c'est simplement pour dire qu'il faut que votre exemple soit suivi. Car M. Dupuy n'a pas eu le temps de nous le dire, mais je pense qu'il va peut-être nous dire deux mots là-dessus. L'enlisement bureaucratique, il n'est pas simplement dû aux dirigeants, il est dû aussi, je dirais, à tout le monde. C'est tout, d'ailleurs, l'intérêt du travail sur la sociologie des organisations. Or, s'il n'y a pas cette volonté politique, s'il n'y a pas un message fort en direction des personnels, etc., pour d'ailleurs donner confiance, pour dire que ce n'est pas simplement un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on est quand même constamment confronté à des injonctions contradictoires. Donc il faut une véritable volonté politique. Et ce que je crois d'intéressant dans ce département, c'est que cette volonté existe. Si vous pouviez répandre cette envie d'être disponible sur le terrain de la protection de l'enfance à tous les présidents de conseils départementaux de France, je vous assure que vous apporteriez une avancée extraordinaire dans le respect de la décentralisation. Je voudrais juste, en vous remerciant de vos propos, juste dire quelque chose, j'ai oublié de le faire. Vous parliez de confiance. Je crois que ça ne peut se faire que s'il y a une confiance réciproque entre les partenaires, les professionnels, les acteurs. Et excusez-moi de le dire parce que ça peut devenir un gros mot, et le pouvoir politique. Parce que ça doit être une ambition politique partagée. Pas un effet de manche qui permet à tel ou tel élu de se dire voilà ce que j'ai fait. C'est surtout de s'engager dans cette démarche pour qu'il y ait un meilleur environnement que nous organisons les partenaires, les prestataires, les acteurs, les professionnels. Et je voudrais rendre hommage
à nos professionnels qui ont évolué dans une confiance partagée aujourd'hui en faveur d'un service en direction des enfants qui nous sont confiés. Et ça aussi, nous l'avons fait avec responsabilité, ce qui n'a pas été facile, je l'avoue humblement, parce que même du côté des élus départementaux qui m'accompagnent, c'est pas toujours facile de convaincre en disant nous devons faire évoluer nos politiques publiques. Parce qu'il est tellement facile dans ces politiques-là de ne rien faire, de ne pas écouter, de ne pas entendre Florent parler. Parce que lorsqu'on écoute Florent parler, moi je suis encore plus humble en disant que nous devons être attentifs à faire évoluer pour que ce qu'il a pu vivre puisse nous servir pour éviter de reproduire ce qu'il a pu supporter. Même si nous considérons être dans le bien, mais le bien pensant que nous imaginons, c'est peut-être pas tout à fait ce que nous devons faire. Et dans ces démarches-là, et grâce à vos assises, madame et monsieur, moi je voudrais vous en remercier. Nous allons encore évoluer. Moi je crois beaucoup à l'exemplarité et je suis convaincu que les présidents de département sont attentifs et feront évoluer ces politiques-là également. Nous en avons l'obligation, je pense que c'est indispensable. Et travailler avec les familles, travailler avec les professionnels. Je vous assure que le technicien que je suis devenu, je pense que j'ai évolué à la fois vers un niveau inférieur, mais un niveau nettement plus riche. Je suis devenu personnellement un travailleur social. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous parliez de confiance réciproque, d'humilité. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Gebler, juge des enfants, pour vous interroger justement sur cette question de la confiance réciproque, question de l'humilité aussi, dans la façon dont vous abordez la question du temps avec l'enfant, mais aussi à l'égard des autres institutions. Comment faire mieux pour synchroniser les temps? Bien, bonjour en tout cas. Ça fonctionne, c'est bon? Plus près, d'accord. Voilà. Alors c'est vrai que la justice a toujours eu un problème avec le temps. Faut pas toucher. Voilà, et plus particulièrement pour le juge des enfants, dont finalement toute la difficulté est d'éviter deux écueils principaux, qui sont d'une part la précipitation et d'autre part l'enlisement. Alors la précipitation, c'est celle de l'urgence, puisque par définition, lorsque le juge des enfants est saisi, l'enfant est en danger dans sa santé, sa sécurité, sa moralité, ses conditions d'éducation gravement compromises. Situation qui, par essence même, interroge la question de l'urgence. Est-ce qu'il peut finalement y avoir intervention du juge des enfants sans urgence? Alors, c'est tout un défi qui va être le nôtre, sachant qu'à l'inverse, et on l'a vu, et je reviendrai sur l'intervention de Florent, je crois qu'il nous a tous marqués, quand j'évoquais la question de l'enlisement, la question aussi de ces situations dans lesquelles on va rester très longtemps dans le champ du judiciaire et où l'enfant va pouvoir aussi avoir le sentiment que finalement il n'y a pas grand-chose qui se passe et qu'en tout cas son avenir a parfois plutôt tendance à s'obscurcir qu'à s'éclairer. Donc j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Dans la première étape, finalement, lorsque le juge des enfants est saisi, c'est la découverte du signalement. Et lorsque la saisine passe, qui est quand même presque 90% des cas, par le parquet, donc plutôt par les services sociaux départementaux via le parquet, c'est s'interroger justement sur cette question de l'urgence. Alors, la loi de 2007 n'avait pas simplifié les choses, en introduisant comme critère finalement prééminent celui de l'adhésion
des familles aux mesures de prévention pouvant être proposées. On a vu tout à l'heure donc les difficultés qui ont été exprimées par des parents à pouvoir accepter justement ces interventions extérieures par la crainte qu'elles peuvent avoir du placement. Et bien souvent, on le voit d'ailleurs, lorsqu'on reçoit les familles pour la première fois, on essaye, nous, de comprendre qu'est-ce qui fait finalement qu'au-delà de la situation de danger potentiel pour l'enfant, qu'est-ce qui fait que cette famille, que ces mesures de prévention n'ont pas pu être mises en place. Et bien souvent, on entend derrière des parents nous dire « mais en gros, j'ai fait l'autruche parce que j'avais peur du placement ». Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et quand j'entendais tout à l'heure, encore une fois, dire voilà, le temps de la confiance, est-ce qu'il a pu être pris suffisamment en amont? Peut-être pas toujours. À l'inverse, on a également donc au moment de cette saisine donc des situations d'urgence qui nous arrivent via des requêtes du procureur de la République et avec une intervention du juge des enfants qui peut s'avérer aussi là très violente pour ces familles. Donc pour les services sociaux, je me mets à leur place, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué d'apprivoiser ce temps finalement et de ne signaler ni trop tôt ni trop tard. Aujourd'hui, ce qu'on a pu constater dans beaucoup de cabinets de juges des enfants, c'est nous sont arrivés finalement des situations très dégradées. Très dégradées parce que on a voulu jouer le jeu de la loi de 2007 et prendre le temps avec les familles de pouvoir essayer de les faire adhérer à un projet de protection pour l'enfant. J'ai vu récemment encore la situation d'un bébé avec une maman qui présentait des signes psychotiques manifestes, qui a été suivie par un réseau mère-enfant, donc à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, dans laquelle on a tenté 2 retours en famille. À la sortie de la maternité, une première fois, il y a eu des signes de maltraitance, une deuxième fois, et on était en présence d'une mère qui était toujours adhérente apparemment donc aux mesures d'intervention qui étaient proposées. Jusqu'au jour où la maltraitance est allée trop loin, il y a eu signalement et là il a fallu que le juge intervienne en urgence pour prendre une mesure de protection. Voilà. Je pense que c'est, encore une fois, c'est très compliqué pour les services sociaux départementaux et je pense qu'en ce sens, la loi du 16 mars 2016, en réintroduisant, en rappelant finalement quand même les fondamentaux avant tout, c'est que le juge des enfants est là, et c'est ce que dit le Code civil, pour protéger les enfants en danger, que lorsqu'on est en présence d'une situation de danger grave et immédiat, la question de l'adhésion de la famille doit devenir secondaire. Donc ça, je crois que c'est un premier point, moi, qui me paraît important par rapport à cette juxtaposition des temps. L'étape suivante pour le juge, ça va être le temps de l'audition, où là aussi, les familles vont pouvoir, la première audition, elle est importante, lorsque les familles viennent nous expliquer un certain nombre de choses. Et souvent, ce qui ressort, c'est un sentiment de trahison de la famille par rapport aux interventions qui ont eu lieu en amont. C'est-à-dire des familles venant nous dire on est allé vers les services sociaux parce qu'on avait besoin d'être aidés et aujourd'hui on se retrouve chez le juge. Là aussi, je pense que c'est une question qui doit nous interroger sur la construction de notre système de protection de l'enfance, avec une place pour le département qui est difficile, parce que le département est là pour apporter l'aide aux familles en prévention, il signale également, et ensuite il prend en charge les enfants qui sont confiés. Et je crois que dans la construction d'un lien de confiance avec les familles, il y a des moments où je pense que ça fait rupture, et qu'il y a peut-être quelque chose à repenser de ce côté-là. Le temps suivant, pour le juge, ça va être bien souvent le temps de l'investigation. Que l'enfant ait dû être protégé immédiatement ou pas, le temps de l'investigation est un temps qui est souvent
indispensable pour le juge, pour pouvoir justement se permettre, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure d'un pas de côté, pour pouvoir observer notamment donc si cette famille va être capable d'évoluer ou pas. Alors, le temps de l'investigation est souvent, je le dis aussi, mal compris, mal perçu par les services sociaux signalants, d'autant plus que, depuis la loi de 2007, mais parfois même avant, dans beaucoup de départements, des efforts considérables ont été faits pour améliorer le signalement, pour améliorer les évaluations initiales, et on s'étonne finalement que le juge ait besoin aussi, lui, de prendre ce temps de l'évaluation. Et là, ce qui est important, c'est aussi de comprendre qu'on est dans un autre cadre. On est dans un cadre où les familles ont le droit aussi de pouvoir ne pas être d'accord avec les propositions qui ont été faites. Et finalement, si le juge est là, c'est aussi justement pour permettre, au travers du principe du contradictoire, de permettre de vérifier un certain nombre d'informations et de vérifier également si cette famille est capable, avec le temps justement, de bouger. Et je peux vous assurer que, bien souvent, des situations qui paraissaient bloquées, vers lesquelles on se dirigeait à très court terme vers une décision de placement, parce qu'on s'est donné le temps, dans un autre cadre, avec un autre service, ce qui ne remet pas en cause le travail qui a été fait en amont, mais on a fait ce pas de côté et on s'aperçoit parfois que les familles peuvent avoir et présenter des ressources qu'on n'avait pas imaginées au départ, et des capacités aussi de collaboration avec les mesures proposées. Ensuite, c'est le temps de la décision, difficile moment de la mise à exécution de la décision, où là, le juge, qui travaille avec des outils qui ne sont pas les siens, se retrouve parfois bien démuni lorsque les services à qui sont confiées les mesures, qu'il s'agisse de mesures de milieu ouvert ou des mesures de placement, ne sont pas en mesure, n'ont pas les capacités d'y répondre et de prendre en charge ces mesures. Ce sont les listes d'attente dans beaucoup de départements pour des mesures d'AEMO. Ce sont des placements également qui ne peuvent pas être exécutés dans un délai relativement bref, faute de place disponible pour pouvoir accueillir les enfants placés. Là aussi, cette période-là est une période difficile pour les familles qui ont du mal à comprendre que le juge ait pu considérer qu'à un moment il y avait une situation de danger, que des mesures de protection, que ce soit en milieu ouvert ou de placement, doivent être prises et que ces mesures ne soient pas prises pour des raisons qui ne leur appartiennent pas. Bien sûr, alors après, il y a d'autres dispositifs qui se mettent en place pour essayer de pallier ces difficultés, et notamment toute cette palette de possibilités de placement à domicile qui ont été évoquées tout à l'heure, mais qui ne doit pas être, à mon sens, un pis-aller pour l'incapacité donc des services de prendre en charge les mesures de placement. Et puis, je vais rester sur la question du placement pour en terminer et revenir sur ce que nous disait Florent tout à l'heure. C'est de rappeler que l'assistance éducative, par essence, elle n'a pas vocation à durer éternellement. L'assistance éducative, c'est un statut précaire qui est censé répondre à une situation de danger. Donc, les mesures d'assistance éducative sont censées perdurer jusqu'à ce que le danger disparaisse. Or, on constate que dans un certain nombre de situations, clairement, le danger ne va pas disparaître, et on le sait, et on peut s'en rendre compte assez vite. Et on se retrouve avec des enfants qui, en effet, sont convoqués, parfois tous les ans, parfois tous les 2 ans, et comme l'a dit Florent tout à l'heure, pour entendre toujours dire la même chose à la fin. Ces audiences-là, ces moments-là, pour le juge, je dirais que ce sont des audiences relativement faciles, il n'y a pas beaucoup de conflits. Pour les services, ce ne sont pas des audiences a priori très compliquées. On a des parents qui peuvent entendre, qui en tout cas sont durablement dans l'incapacité de reprendre en charge leur enfant. Mais du point de vue de l'enfant, je pense en effet que ce temps est très long. Et bien souvent, les éducateurs référents viennent nous expliquer qu'un mois avant l'audience, viennent réapparaître des cauchemars et des symptômes qui avaient disparu. Et ça, je crois qu'on doit l'entendre. La loi alors, juste, en terminer sur la loi du 14 mars 2016,
a voulu justement mettre le focus sur les enfants dits délaissés. Alors on a remplacé les enfants abandonnés, la déclaration judiciaire d'abandon, par une déclaration de délaissement, en disant le délaissement est une notion plus objective que l'abandon, puisqu'elle n'implique pas finalement une volonté de la part une volonté d'abandon, de délaissement de la part des parents. Sauf que a été rajoutée finalement par le Parlement une nouvelle disposition, une nouvelle condition qui prévoit que, sauf lorsque les parents, je n'ai plus le texte exact, mais n'ont pas été en mesure, en tout cas, d'éviter ce délaissement. Donc, finalement, ce qui revient aux dispositions antérieures. Mais pour nous, je pense que la plupart des situations, et l'exemple de Florian le montre aussi, ces situations-là, bien souvent, il n'y a pas de délaissement de la part des parents. Ce sont des parents qui restent présents, qui souhaitent rester présents dans la vie de leur enfant. Or, comment fait-on? Quel statut peut-on donner à ces enfants lorsque, durablement, on sait qu'il n'y aura pas de retour possible en famille, et que les autres statuts aujourd'hui, qui n'ont pas été remaniés, que ce soit les délégations d'autorité parentale, que ce soit la tutelle, ne peuvent pas s'appliquer dans ces cas-là. Ne peuvent pas s'appliquer parce que justement, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de délaissement. Donc je pense qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans la loi, comment pouvoir justement essayer de concilier à la fois des parents qui sont toujours là, qui sont présents, et des enfants qui ont aussi besoin d'avoir une visibilité à plus long terme sur leur avenir et de ne pas se demander tous les 2 ans si finalement le juge des enfants ne va pas décider de les renvoyer chez eux. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci, Monsieur Gebler. Catherine Sultan, vous êtes directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Au fond, comment la protection judiciaire de la jeunesse prend en compte cette question du temps? Et j'ajouterais, par rapport à ce qu'introduisait François Dupuis, comment ces questions, finalement, d'animation de cette mission est mise en œuvre. Merci. Donc bonjour à tous également. Donc comment le temps, quelle place pour le temps dans les prises en charge à la protection judiciaire de la jeunesse? Quand j'ai eu connaissance du programme de ces assises nationales 2016, le sujet m'a tout de suite parlé et je me suis dit que la question du temps, la notion de temps, pourrait être un objectif pour la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, un défi, une notion structurante, et que les orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse autour de la construction de parcours individualisés pour chaque adolescent confié à la PJJ, c'est un peu ça le sujet. C'est la question de comment on structure ce temps. Mais pour que ce temps soit une ambition, pour qu'il soit un défi, ça suppose d'être en capacité de distinguer et de conjuguer des temporalités qui sont différentes, qui peuvent être parfois contradictoires. Il y a le temps utile, il y a aussi les temps morts, il y a le temps perdu. Je réagis à ce que vient d'évoquer Laurent Gebler quand il parle des mesures en attente, quand il parle des difficultés des institutions, mais qui pèsent ensuite sur la qualité de l'accueil, de la prise en charge, de la protection des enfants. On a entendu dans la première table ronde également ces contradictions ou cette nécessité de concilier des contraintes de temps différentes. On a parlé du temps de l'urgence, mais qui ne doit pas empêcher le temps de l'évaluation. On a parlé du temps des adultes, on a parlé du temps de l'enfance, du temps judiciaire, du temps thérapeutique qui peut demander beaucoup plus de temps, du temps du social. Enfin, et finalement, il faut faire avec cette complexité.
Alors, le cœur, alors pour en rajouter un petit peu, le cœur de mission de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre plus large de la protection de l'enfance dont la PJJ, ou la PJJ au sein de laquelle la PJJ affirme sa place et entend l'affirmer, eh bien son cœur de métier, c'est l'adolescent qui, à un moment de son parcours, commet un délit et pour lequel une réponse doit être apportée. Ces adolescents dont nous savons qu'il y a peu que l'enfant auteur d'un délit est souvent un enfant en danger et que c'est de cette continuité qu'il fait que la PJJ fait bien partie de la protection de l'enfance. Donc ces adolescents, cœur de métier de la protection judiciaire de la jeunesse, souvent pour eux, le temps c'est j'agis d'abord, je réfléchis après. Souvent, face à son juge ou face à son éducateur, le jeune va le formuler exactement, enfin quasiment de cette manière-là. Et face à lui, l'institution, la protection judiciaire de la jeunesse, doit être en capacité d'opposer de la constance et de la contenance. Je pense que ces notions-là, on retrouve d'ailleurs, je pense, cette question de l'éthique qui était évoquée tout à l'heure et de la prévisibilité. La prévisibilité, c'est ça aussi. C'est la constance, c'est la contenance face à un adolescent en difficulté. Donc, l'action de la protection judiciaire de la jeunesse, donc, autour de cette ambition de l'individualisation, de la continuité des parcours pour offrir à chaque adolescent une prise en charge spécifique, eh bien, elle doit se traduire, et dans les orientations de la PJJ, ce sur quoi nous sommes à l'ouvrage, c'est à la fois à travers les pratiques éducatives, c'est à travers l'organisation de la protection judiciaire de la jeunesse, comment s'appuyer sur cette organisation pour parvenir à cet objectif, et consolider l'organisation, pas forcément la réformer. Et c'est aussi à travers la coordination de l'ensemble des acteurs, parce que la protection de l'enfance et ces différentes tables rondes le montrent, la protection de l'enfance et la justice des mineurs, c'est une réalité complexe avec les associations, avec l'autorité judiciaire, l'administration, les conseils départementaux, d'où la nécessité donc d'être dans cette coordination. Donc le temps de la prise en charge d'un adolescent à la protection judiciaire de la jeunesse, ça doit être un temps fort, mais c'est souvent un temps court, parce que c'est une étape dans la vie de l'adolescent, et donc inscrire cette action, intervenir pour la protection judiciaire de la jeunesse, c'est être très conscient de la rapidité de ce temps, mais d'inscrire cette action dans un avant et dans un après. L'avant, c'est le parcours de l'adolescent, c'est son histoire, c'est ce qu'il a pu vivre dans sa famille, c'est ce qu'il a pu vivre avant. Et l'après, c'est l'objectif, c'est l'insertion de cet adolescent, c'est aussi de permettre que l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse, comme de toutes les institutions, n'ajoute pas une rupture à des parcours qui sont souvent chaotiques. D'où l'importance, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la question des liens de la protection judiciaire de la jeunesse avec les conseils départementaux, avec comment ces enfants, on a beaucoup parlé tout à l'heure du passage à l'âge adulte, du passage à l'autonomie, et de ces temps qui justifieraient un accompagnement encore plus fort, encore plus intensif. Et cela, la protection des jeunes majeurs relève des conseils départementaux, par exemple. Les enfants pris en charge par la PJJ relèvent souvent également de la protection de l'enfance. Donc, sur ce temps fort de prise en charge par la PJJ, les liens avec les autres institutions doivent être renforcés. Et je parlais de la protection de l'enfance parce qu'on est aux assises de la protection de l'enfance, mais bien entendu, cette coordination et cette nécessité de penser l'insertion du jeune et son avenir, c'est également, ça interroge et ça implique des liens forts avec l'ensemble des politiques pour la jeunesse. Le temps d'une prise en charge à la protection judiciaire de la jeunesse, ça demande également, et là on est dans cette conciliation de contradictions parfois,
la réactivité, puisque la réponse judiciaire et la mise en œuvre d'une mesure décidée par un juge, elles doivent être rapides pour être lisibles, pour être compréhensives, mais cette rapidité de l'intervention, qui n'est pas toujours atteinte, qui est néanmoins un objectif fort, elle ne doit pas s'opposer à l'évaluation, l'analyse de chaque situation avec l'adolescent, avec sa famille. Et ça a été, je pense, bien dit aujourd'hui, puisque la question de l'évaluation et de l'élaboration, elle vient aussi s'appuyer sur les ressources familiales, les ressources de l'environnement de l'adolescent. Être capable d'adapter ces temps, c'est aussi la nécessité l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse à l'égard d'un adolescent, elle ne peut pas être la même tout au long de la prise en charge. Elle ne peut pas être la même à chaque étape. Et il faut là aussi avoir un regard particulier. Il y a des temps où la vulnérabilité est plus forte, où l'intervention doit être plus intensive. Je pense alors on peut penser au début d'une mesure éducative, on peut penser aussi au temps quand un adolescent est confié à une institution, quand il fait l'objet d'une mesure de placement. La sortie de ces placements, je veux dire, doit être plus particulièrement accompagné. On a parlé du temps de la préparation de la majorité, de cet accès à la majorité, qui est un moment que parfois on peut considérer comme finalement lâcher un petit peu l'intervention puisque le jeune va devenir autonome. Et on a bien entendu ce que les deux jeunes adultes nous ont exposé tout à l'heure, que c'est peut-être à cette période-là qu'ils ont eu le plus besoin d'une intervention rapprochée. Donc sur ces étapes plus sensibles, plus exigeantes, la protection judiciaire de la jeunesse doit être en capacité d'adapter son intervention, de l'assouplir et de le faire non pas en fonction de processus habituels, mais bien il faut que ces processus soient bien adaptés aux évolutions du parcours du jeune. C'est ce que nous développons aujourd'hui à la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit à travers des expérimentations des expérimentations sur des thèmes qui sont souvent bien développés, mais pas partout dans le champ de la protection de l'enfance, sur le milieu ouvert diversifié, le milieu ouvert renforcé à certaines étapes, comment intervenir autrement en milieu ouvert, en développant des accueils de jour, en intervenant à plusieurs sur certaines étapes, donc en organisant les équipes différemment. Donc ces expérimentations sur un assouplissement des interventions, elles ont vocation à se généraliser et à être... nous en sommes à cette étape aujourd'hui. Même capacité, même nécessité de diversifier les mesures d'accueil dans le cadre d'hébergement, avec le développement en lien avec les associations, avec le secteur associatif quand c'est possible, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse également, de pouvoir, en fonction des besoins d'un adolescent dans l'évolution de son parcours, passer d'un hébergement collectif à des accueils séquentiels. On a eu des beaux témoignages sur ce qui se pratique ici en Moselle sur le placement à domicile. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas nouveau, mais ça doit être généralisé. Et pour pouvoir penser ces dispositifs, je le redis, non pas en fonction du confort de l'institution ou des habitudes de travail de l'institution, mais bien en fonction des parcours individuels. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à votre question. Ouais. Merci Madame Sultan et merci d'avoir respecté le temps. On est vraiment très, très en retard. Alain Grevaux, je me tourne vers vous. Vous êtes expert en protection de l'enfance à l'Audace. Vous avez longuement travaillé dans le secteur éducatif.
Vous avez été chargé d'une mission en 2014 par le défenseur des droits sur l'histoire de la petite Marina Sabatier, qui avait donné lieu à un rapport de référence sur les failles de notre système. Vous êtes aussi un expert des comparaisons internationales. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre pays par rapport à d'autres pays sur cette question du temps et de la place des enfants et des parents dans les moments clés d'un parcours, et comment faire mieux? Je crois que vous avez une proposition à nous faire. Oui, alors je vais peut-être reprendre la question à l'envers, parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On devrait quand même souligner d'abord la prodigieuse évolution de ce monde de la protection de l'enfance en ce qui concerne la parole des enfants et des parents. On est, là, ce sont les 9e assises. À partir des 7e, je crois, il a commencé à avoir des représentants des ADEPAP, par exemple. La loi 2016 a été bâtie à partir d'un processus voulu par Madame la ministre Rossignol, qui a donné une large place aux enfants, adolescents, jeunes adultes et parents. À l'issue de la loi de 2007, je me rappelle encore les hurlements des ADEPAP qui n'avaient pas été entendus pendant le processus de construction de cette loi. Et rappelons quand même que la question de la parole a d'abord été centrée sur la question des parents d'enfants placés, mais n'avait été dans les années 80 peu suivi des faits, parce que le droit n'est pas la chose la plus familière dans le monde de l'action sociale, tout du moins à ce moment-là. Alors, sur le fond, moi je voudrais insister quand même que la mission demandée aux acteurs de la protection de l'enfance n'est pas aisée, parce que nous sommes dans une république qui a inscrit sur les frontons de ses bâtiments publics liberté, égalité, fraternité, mais certainement pas écoute, dialogue et transparence. Pas besoin de faire un dessin à travers l'actualité présente pour voir que notre pays est régulièrement traversé par des situations sociales ou sociétales totalement chaotiques qui montrent que nous ne sommes pas quand même très forts sur ce domaine-là. Pays limitrophe ou presque de la Moselle, l'Allemagne, constitutionnellement a bâti sa République fédérale sur la notion de dialogue et de recherche de compromis. La Belgique, qui n'est pas très loin, également. Dans d'autres pays comme les Anglo-Américains, si les parents et les enfants ont une place peut-être plus importante anciennement dans la protection de l'enfance, c'est simplement que dans des pays extrêmement légalistes et garantistes, on leur a permis, dans des instances extrêmement formelles, d'être présents. Alors, quand même, cette évolution qui d'abord a été entamée avec les lois de 2002 dans l'action sociale en général, puis progressivement dans le domaine de la protection de l'enfance, quand même, c'est important. Donc, parlons plutôt de cette dynamique positive auquel les assises ici ont largement contribué. La loi 2016, en mettant en article 1er l'enfant, a clarifié très nettement les choses. Laurent Gebler vient de parler également de quelque chose qui nous avait tenu très à cœur à Marie Dorin et moi au moment du rapport sur la mort de Marina Sabatier, c'est la question du danger immédiat, de la gravité. En centrant sur l'enfant, déjà, on dirige le regard vers lui. Ce qui peut, lorsque les choses sont bien construites, éviter de se faire piéger par, effectivement, une contractualisation d'apparence assez positive. Donc, la clarification avec cette place de l'enfant. Deuxièmement, c'est le projet pour l'enfant. Et là, Laurence Rossignol a dit ce matin que c'était encore quelque chose au travail, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour du projet pour l'enfant. Est-ce que c'est le projet du président du conseil départemental pour l'enfant, c'est-à-dire de ses propres services, et des commandes qui passent au secteur associatif, type AED, TISF? Est-ce que c'est vraiment un projet global pour l'enfant? J'ai entendu que la Moselle s'était aventurée sur ce territoire, mais à ce moment-là, par exemple, et c'est
une des réflexions que ma collègue Marie-Agnès, ici présente, et moi-même avons fait dans l'observation un peu des questions d'intervention dans le milieu de vie de l'enfant. Alors allons au bout. Si le département est responsable pleinement du projet pour l'enfant, qu'il soit réellement le patron des opérations. Je ne parle pas des décisions, mais le patron des opérations, c'est-à-dire que l'ensemble des opérateurs, que ce soit en suppléance familiale ou intervention dans le milieu de vie, soit sous sa responsabilité. À lui, après, de piocher. Pourquoi ? Parce que actuellement, notre pays est victime d'un fléau. Le fléau s'appelle mesure. Les mesures, c'est une succession de choses, de tiroirs dans lesquels on va ranger la situation de l'enfant et de ses parents. Pensez quand même que la loi de mars 2016 dit qu'il faut que le projet pour l'enfant soit cohérent avec les mesures administratives ou judiciaires prises pour l'enfant. Devoir mettre ça dans une loi, c'est un peu inquiétant quand même. Ça veut dire qu'on présume que les choses pouvaient être incohérentes. Alors, allons là encore au bout. Faisons comme nos voisins allemands, les voisins de la Moselle en particulier, qui pensent projet pour l'enfant, c'est un plan d'action qui comprend une commande judiciaire, mais qui comprend d'autres choses, qui est effectivement basé sur un dialogue, une discussion avec les parents, avec l'enfant, mais pas simplement autour des choses qui rassemblent, qui peut être aussi autour des points de tension. Ça, nous avons encore toute une marge à faire. Quand on regarde, par exemple, la place prise en France par le juge pour enfants, pourquoi, je veux dire, est-il si important en France, beaucoup plus important ce juge spécialisé que dans des pays voisins ? Parce que la France a bâti son système, je parlais tout à l'heure de cette faiblesse pouvoir contre pouvoir, ou faiblesse écoute, dialogue, transparence. Eh bien, la fragmentation en mesure fait qu'on prend des décisions et après, loi de 2002, on demande aux gens de bâtir un plan d'action, des choses. N'est-ce pas quand même, en termes de bon sens, un peu quelque chose d'étonnant ? On prend une décision, puis on s'occupe de ce qu'on va faire dans cette décision. Le projet pour l'enfant permet d'inverser les choses. Qu'est-ce que l'on veut faire ? D'accord, on amène au juge pourquoi on pense qu'il est nécessaire d'avoir une ingérence et une inférence imposée par le juge. Encore faut-il être capable de dire ce qu'on pense que la justice va permettre de faire qu'on ne peut pas faire avant. Et là, de pouvoir, à travers une mesure unique, il y a bien une mesure unique de suppléance familiale, pensons une mesure unique d'intervention dans le milieu de vie de l'enfant, disons ce qu'on va faire. L'observation de l'action dans certains départements montre quoi ? Que la diversification des mesures, ça a fragmenté les parcours. Ça a augmenté les temps de prise de décision, de passage de l'un à l'autre. Cette série de mesures qui constituent autant de tiroirs, là, c'est plébiscité par les contrôles de gestion, parce qu'on veut savoir si le tiroir est bien rempli. L'ennui, c'est que derrière, ça amène aussi à dire bah, tiens, ce tiroir est à moitié vide, donc je vais le remplir, et ainsi de suite, amenant parfois à des choses tout à fait adhérentes. Quand on regarde précisément la réalité de la diversification, quand on demande à travers des situations concrètes, pourquoi avez-vous pris une décision d'AMO renforcée avec hébergement plutôt qu'une mesure de placement à domicile et ainsi de suite? Eh bien, je peux vous garantir, pour le pratiquer, que les réponses ne sont pas d'une grande limpidité. On a un peu de mal. Alors, simplifions un peu là-dessus. Autre chose, j'étais ravi d'entendre tout ce que le président Vitaine a dit, mais je voudrais quand même souligner que quand on observe la France sur l'ensemble de son territoire, chaque département s'est fait un malin plaisir à construire une organisation qui ne ressemble pas à l'autre. Et qu'aujourd'hui, d'un côté, vous avez le juge pour enfants, accessible, lisible, vous connaissez son nom, son adresse, vous connaissez même ses tics, ses manies et tout. Si vous voulez. Et puis de l'autre côté, vous avez quoi ? Une administration dont il est parfois extrêmement difficile de repérer qui fait quoi, comment se prennent les décisions, où ça se passe. Donc là, je veux dire, que ce soit à travers la démarche présentée ce matin par Laurence Rossignol ou par le biais de l'Association des départements de France, comme l'ont fait d'ailleurs les Länder allemands, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, pas besoin forcément de loi ou autre, ça coûte moins cher de se mettre d'accord en discutant, et essayons là
de simplifier, de rendre plus lisible. Et naturellement, et j'étais ravi d'entendre ce matin enfants comme parents parler de leur présence dans les moments clés de l'élaboration de plans d'action de prise de décision. Dans certains de nos pays voisins, notamment l'Allemagne voisine, ça fait un petit moment que ça se passe. Et je veux dire, je pense que nous avons tous à y gagner. Merci Alain. Jean-Michel Rapida, vous êtes directeur délégué en charge des solidarités et des affaires sociales à l'Assemblée des départements de France. Vous avez le privilège d'intervenir le dernier. Et donc, avec quelques pierres dans le jardin, je pense que Alain a fait une bonne transition. Et au fond, comment l'Assemblée des départements de France prépare la protection de l'enfance peut-être de demain? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis à peu près dans la même situation que les présidents de conseils départementaux au moment où, premier temps, j'allais dire, de la démonstration, ils étaient un peu mis à l'index. C'est-à-dire, en fait, ils étaient, mais c'est Jean-Pierre Winter qui nous le disait tout à l'heure, dans un rapport au temps tout particulier, puisqu'il était question de leur disparition. Puisque l'on va mourir, à quoi bon s'engager dans différentes politiques publiques et au premier rang desquelles la protection de l'enfance, thématique sur laquelle il est toujours difficile de communiquer, thématique sur laquelle il est toujours difficile de s'engager politiquement, dans la mesure où les responsabilités sont extrêmement importantes. Premier temps, donc la mise à l'index. Deuxième temps, c'est un peu différent, pardon de ce raccourci, la loi NOTRe. D'ailleurs, on l'appelle NOTRe, l'acronyme a vocation à ce qu'on s'approprie la loi. Ça devient notre loi. Ce n'était pas tout à fait le cas pour les départements, parce que là, ça a été plutôt, finalement, une mise en question. Mise en question, deuxième temps, finalement, de la démarche. On s'est posé la question de savoir si, effectivement, quand bien même il n'était toujours pas mort, il pourrait effectivement exister, et sur quel type de compétences. Sur quel type de compétences, vu leur expérience, depuis 30 ans, ils avaient quand même un peu à proposer... finalement, d'être ceux qu'on allait appeler sur les compétences de solidarité, et donc sur, finalement, l'accompagnement humain. Donc, finalement, auprès des personnes âgées, on dit nos aînés, enfin, tout ça est parfois un peu électoraliste. Oui, les personnes en situation de handicap, oui, les familles, bien évidemment, oui, donc les enfants. Ça n'était pas gagné pour autant parce que, effectivement, et d'ailleurs, je m'associe tout à fait aux propos du président Weiten, on reste très humble, l'épée de Damoclès reste toujours au-dessus de nos têtes. Je le dis de la manière la plus humble possible, mais cette épée de Damoclès, maintenant, elle se transforme. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est la difficulté désormais financière. Et d'ailleurs, notre temps actuel, c'est un temps de réaction. C'est presque, peut-être, j'allais dire, un peu un temps de retard. On est en train, effectivement, finalement, de changer de paradigme. Et la question qui se pose à nous, c'est comment passer le cap d'un exercice budgétaire contraint. Et là, c'est un exercice qui contraint le conseil départemental, mais qui contraint tous ses partenaires avec lui. C'est ça la vraie difficulté du moment. Donc, pour répondre à la question que tu me posais à l'instant, l'étape à venir, le temps à venir, et il commence à se construire aujourd'hui de manière très très nette, c'est la mise en perspective. Et cette mise en perspective, c'est la manière de finalement prendre le temps de la réflexion prospective, réinterroger notre modèle, parce qu'on est très humble là-dessus, on considère qu'il est un peu à bout de souffle, et comment l'Assemblée des départements de France, c'est-à-dire l'ensemble des départements, mais pas seulement eux, c'est-à-dire leurs partenaires, s'engagent dans les mois à venir pour construire ou tenter de proposer un certain nombre finalement d'aménagements, de mise en perspective, de façon de voir la politique de manière un peu autre, peut-être remettre en cause certaines pratiques sans les bouleverser complètement. Comment on se projette dans l'avenir? C'est le temps certainement le plus difficile. C'est la raison pour laquelle je disais nous sommes dans un changement de paradigme difficile. Les temps sont durs, mais dans la mesure où nous ne sommes plus véritablement menacés de disparition, quoique je reste, moi, en ce qui me concerne, très positif. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. L'humilité qu'évoquait le président Weiten, les questions éthiques, j'ajouterais les questions, évidemment, de formation. Et là, j'en veux pour preuve quand même une initiative tout à fait intéressante finalement, aussi de l'école de la protection de l'enfance, avec le travail que conduit Marie-Paul Martin-Plaget. Ça me semble vraiment essentiel. Ça n'est pas nouveau,
C'est extrêmement présent dans la loi de 2007. C'était une ambition très forte. Une éthique de la protection de l'enfance, c'est l'évidence. Nous sommes tous ici, évidemment, très concernés et très directement, évidemment, dans cette question-là. Mais la question de la formation, pour que l'organisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, le président Weiten l'a dit mieux que moi, l'organisation comme résultante finalement d'une décision politique prise avec toute l'humilité qu'il a bien voulu décrire, ne peut évidemment aboutir que si elle n'est accompagnée d'une construction autour de la formation. Éthique, humilité, expérience, partage, organisation finalement vécue comme un instrument et non pas comme une finalité. Hein. Moi je le dis, on a les uns les autres beaucoup de mérite parce qu'on est parfois secoué dans des modifications organisationnelles extrêmement rudes, sans préparation, de manière un peu brutale. Moi, ça me fait penser à quelque chose parfois d'un peu maltraitant. Enfin, j'ai l'habitude d'être assez authentique dans ce que je dis. Donc, faisons effectivement de ces sujets-là plutôt des sujets de portage. Alors, quand on a la chance d'avoir un président de conseil départemental comme le président Weiten, et moi, l'ADF, j'ai le plaisir d'en voir d'autres qui sont comme ça engagés, impliqués et qui veulent aller jusqu'au bout, effectivement, de leur réflexion avec leurs équipes. Je crois qu'on peut raisonnablement être optimiste. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec Denis Piveteau, que vous connaissez, conseiller d'État, ancien directeur de la CNSA, un peu des questions autour de l'altérité, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui connaît très très bien les questions d'autonomie, les situations de handicap, etc. Et on s'amusait finalement, enfin c'est toujours très sérieux avec Denis Piveteau, mais on s'amusait à plaisanter un peu sur les logiques ascendantes et les logiques descendantes. Et moi je trouvais que l'image employée, je ne sais pas si vous aimez le café, mais la cafetière à piston d'un côté, et puis de l'autre, la cafetière à l'italienne, avec son filtre. Hein. C'est-à-dire, finalement, la question essentielle qui se pose à nous aujourd'hui, et ça je reprends aussi des propos de nos présidents, c'est la manière dont on peut être inscrit dans une politique ascendante, effectivement, qui tienne compte des besoins des uns des autres. Et moi, j'ai trouvé remarquable la manière dont à la fois Florent et Gabriel se sont exprimés, mais aussi les trois mamans. C'est un exercice préparé, lu, enfin c'est difficile de prendre de la distance. Je trouve que c'est compliqué d'être ici, là. Hein. Au moment où je vous parle, je suis pas plus à l'aise qu'eux. Je trouve que cette manière, effectivement, d'associer et de partir également du témoignage, quel qu'il soit, finalement des difficultés qui ont été rencontrées, pas seulement les bonnes pratiques comme on a souvent l'habitude d'en parler, c'est certainement, enfin humblement, c'est certainement la voie qui nous permettra effectivement de construire des perspectives autres que celles d'être dans la réaction, l'extrême urgence parce qu'on va disparaître, ou au contraire l'extrême urgence tout simplement parce qu'on est dans une politique qui est jusqu'à présent extrêmement curative, on le sait tous, on parle toujours de prévention, on parle toujours d'être en amont, on prend toujours le temps de se dire il faudrait prendre le temps, mais aujourd'hui on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une obligation morale qui se pose à nous, au-delà de l'éthique et de la déontologie, c'est la manière dont on va pouvoir construire demain, humblement, tous ensemble. Et j'ai bien aimé aussi les termes qui ont été employés de co-construction, la manière d'associer les uns les autres avec l'enfant. Bon, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent au cœur des politiques, mais vraiment qui soit notre intérêt général à tous, et à nous, collectivités, je les représente aujourd'hui, et l'intérêt tout particulier de l'enfant et de sa famille. Justement. Je pense qu'il est important que vous sachiez tous que se joue réellement et très largement l'avenir de la décentralisation dans le prochain congrès de l'ADF. Parce qu'il y a une mission qui a été confiée, d'ailleurs à Jean-Michel Rapina, à M. Bierry, président de la commission des affaires sociales de l'ADF, pour repenser justement le projet stratégique des départements pour les prochaines années. Et vraiment en prenant toutes les garanties. Alors, la consultation a très bien démarré. Il faudra maintenant observer de très près ce qu'il en ressortira. Mais c'est vrai que les premières auditions ont été, je dirais, bien ciblées, puisqu'elles ont ciblé des gens très, je dirais, imprégnés d'éthique, une vision réellement du secteur social et, je dirais, toute sensibilité politique confondue. Donc c'est plutôt
bien démarrer cette consultation. Et donc, il va falloir qu'on observe tous très attentivement les conclusions de ce congrès d'ADF. On va se tourner maintenant très brièvement vers Martial et Marie-Agnès pour que vous nous donniez les principales questions, ou en tout cas la température sur cette deuxième partie de table ronde, mais nous ne pourrons pas répondre, nous n'avons pas le temps, puisque derrière il y a une représentation théâtrale là aussi avec des horaires contraints, mais on traitera une partie des questions en atelier qu'on va répercuter. Pour celles qui ne pourront pas être traitées, on les traitera dans nos publications, Bulletin de la protection de l'enfance et Journal de l'action sociale. Mais donnez-nous quand même l'expression du public. Et je complète en disant que pour les personnes qui ont des questions pour le conseil départemental de la Moselle, on en a un certain nombre, nous les invitons à prendre contact avec leurs collègues qui seront estampillés conseil départemental de la Moselle lors du temps de déjeuner demain midi, puisqu'effectivement on n'a pas réussi à les rentrer dans les ateliers, mais on a effectivement un certain nombre de questions qui seront traitées demain matin. Et on va vous résumer les problématiques les plus importantes. Alors très rapidement, resteront dans les traitements futurs la problématique des jeunes majeurs, la question d'un management spécifique et des outils ad hoc à la protection de l'enfance, la complémentarité entre les acteurs, la co-construction, la confiance, le partage du diagnostic, la question des moyens également et de leur adéquation aux missions. Peut-on continuer à se questionner par cette porte d'entrée des moyens sans repenser avec les intéressés les modes d'intervention? Le contrôle de gestion a été abordé à une ou deux reprises. N'est-il pas confondu avec le contrôle comptable? Et les budgets spécifiques analysés sont-ils le reflet ou l'approche prémonitoire des craintes exprimées par les professionnels? Et puis une question d'un observateur attentif et peut-être perfide, c'était de se demander si le mouvement de troupes à 17h d'un certain nombre de personnes était simplement le fait de gens qui avaient peur de perdre leur temps. Merci pour cet exercice aussi très contraint en termes de temps. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants des tables rondes, celle-ci et la précédente. Bravo.